Alors, le moment est venu pour que la défense de Monsieur Belligoudé pose des questions à Monsieur Laroche. Et je donne la parole à Maître Knops. Maître Knops, merci Monsieur le Président. Monsieur le témoin, je m'appelle Alexander Knops, je suis avocat au barreau du Royaume des Pays-Bas et j'aurai des questions à vous poser au sujet de 5 sujets. Et je pense que mon contre-interrogatoire va durer environ 45 minutes. Ma première question, la voici, monsieur. Il s'agit de ce que vous avez dit hier lors de votre déposition. Transcription anglaise, page 35, 34, lignes 19 et 20. Une question vous a été posée par l'accusation au sujet de la carbonisation de la mosquée LEM01. Et votre réponse a été que, à votre connaissance, il n'était pas possible d'opérer une datation, de dater en quelque sorte la carbonisation. Voici la question que je souhaiterais vous poser. Est-ce que vous auriez recours à la même conclusion ou est-ce que la même conclusion est valable pour la carbonisation potentielle que vous avez indiquée dans les 4 bâtiments LEM02, à savoir le bâtiment de CNI Coquille. CNICOSY. Vous avez fait référence à plusieurs photographies qui figurent dans votre rapport, qui montrent des éléments de carbonisation potentielle. Alors, il s'agit du bâtiment numéro 1, du bâtiment numéro 3 et du bâtiment numéro 4. For instance, par exemple, à la page CIV OTP 0076 2039, c'est justement l'un des exemples en question qui a trait au bâtiment numéro 3. Et vous avez indiqué, je cite en français, droite, sur la partie inférieure du mur inférieur, sud de la pièce numéro 3, plainte et joint. So my questions were... Donc voici quelle est ma question. Avez-vous été en mesure de dater ces traces ou est-ce que vous aurez les mêmes conclusions que celles que vous aviez mentionnées hier au sujet de la mosquée LEM01? Pour répondre à votre question, au niveau purement scientifique, il est à mon avis impossible de dater en se basant uniquement sur les prélèvements de ces traces noirâtres, signes manifestes de carbonisation. Néanmoins, je pense qu'il apparaît évident à la page que vous venez d'indiquer et également à la page CIV OTP 0076 2036 que des éléments pourraient permettre d'avoir une estimation de la date de cette carbonisation
en disant que la carbonisation qui a notamment endommagé le cache de prise murale a été antérieure à la peinture, au fait que la pièce, le mur en question, a été repeint. De par les coulures que l'on voit sur le cache de prise murale, de même à l'IRN que vous avez indiqué, c'est-à-dire CIV, OTP 0076 2039. Vous voyez sur la photo IRN, CIV, OTP 0070 2552 que là également des coulures sont présentes sur la partie supérieure de la plainte et viennent au-dessus des traces noirâtres. Donc je dirais que une enquête pourrait être réalisée de manière à déterminer la date à laquelle ce mur a été repeint et d'en déduire que la carbonisation a été antérieure à cette date de peinture. Do I understand your testimony correctly? Dois-je comprendre, donc, d'après ce que vous avez dit, que vous avez constaté que ce mur avait été récemment peint lorsque vous vous trouviez sur les lieux en 2014? Je n'ai pas dit récemment peint, puisque je ne suis pas expert en datation de peinture. Ce que je peux dire, c'est que une peinture a été appliquée sur des traces qui présentaient des signes manifestes de carbonisation, et cette peinture a été appliquée de manière postérieure à la carbonisation, puisque cette peinture recouvrait. Ce que j'ai rajouté, c'est que il serait peut-être possible de récolter l'information, à savoir la date à laquelle ces travaux de peinture ont été réalisés. Mais je n'en ai aucune idée. No, I understand. I ask you this. Non, je comprends bien, je vous ai posé la question parce que vous-même, vous avez fait référence à des coulures de peinture à la ligne 38.6. Je pouvais voir qu'il y a eu des coulures au niveau du cache prise. Donc cela suggérerait que la peinture avait été appliquée assez récemment, compte tenu de vos observations de l'année 2014. Quand j'ai écrit coulure, c'est la forme de la peinture qui est sèche. Si ces coulures avaient toujours présenté une peinture humide et non sèche, je l'aurais bien évidemment indiqué dans mon rapport. En tout état de cause, les coulures que je mentionne étaient parfaitement sèches au moment où nous avons réalisé les investigations de la scène de crime. Mr. Witts, were you able to... Monsieur le témoin, avez-vous été en mesure de déterminer quel était le lien scientifique ou s'il y avait un lien scientifique entre la carbonisation au niveau de la mosquée LEM 01 et la carbonisation alléguée dans l'un des 4 bâtiments du LEM 02? Non, nous n'avons pas été en mesure d'établir un lien quelconque. Je rajouterai que les éléments qui ont été prélevés sur les 2 sites, d'une part la mosquée, d'autre part le bâtiment du CNI COCY, étaient à des endroits différents, puisque c'était principalement la toiture au niveau de la mosquée, alors que de manière très claire, des traces de carbonisation étaient présentes au sol du bâtiment CNI COCY, ainsi que de nombreux livres qui présentaient des signes de carbonisation.
So, in Donc, à votre avis, il se pourrait que ces éléments de carbonisation remontaient à deux incendies différents ou à deux événements différents. Effectivement, il n'y avait, quand vous dites deux événements différents, il n'y avait aucun lien entre les deux. Donc entre les deux bâtiments, des traces de carbonisation allant d'un bâtiment à l'autre, d'une part, et d'autre part, les caractéristiques et les localisations de ces lieux de carbonisation étaient différents entre les deux lieux. Mr. Witness, Monsieur le témoin, au sujet ou en ce qui concerne la cause de l'incendie qui a provoqué cette carbonisation, avez-vous été en mesure de détecter la cause de l'incendie? Et je vous parle de l'un des 4 bâtiments du LEM 02. so where the fire was, Donc là où apparemment le feu aurait été détecté ou la carbonisation au niveau du sol. Non, nous n'avons pas été en mesure de déterminer la cause, l'origine du feu qui aurait produit ces signes de carbonisation. Néanmoins, aucun élément observé sur place ne nous a amené à penser à un incendie de cause potentiellement accidentelle, de type électrique ou autre, étant donné la localisation de ces différents signes de carbonisation. Avec la prudence qui s'impose par rapport aux différents travaux de nettoyage, de peinture qui ont été réalisées. Mais pour répondre très précisément à votre question, non, nous n'avons pas été en mesure de déterminer l'origine du feu. En ce qui concerne les livres, bien évidemment, vous pouvez le remarquer sur les photos, présentent des signes de carbonisation à l'extérieur. À mon avis, parce que suite à l'incendie, les pages à l'intérieur, plus on se rapproche du cœur du livre, plus on a l'absence d'un élément essentiel à la combustion, qui est l'air, qui est le comburant, dans le tétraèdre du feu que j'ai expliqué hier, ce qui explique que seulement les parties extérieures du livre présentent des signes de carbonisation. En ce qui concerne, pour finir, ces livres, une possibilité aurait été l'autocombustion, mais qui, à mon avis, peut être facilement écartée, puisque de mémoire, la température d'autocombustion du papier est de l'ordre de 233 degrés Celsius. Ce qui voudrait dire qu'il faudrait monter à 233 degrés Celsius pour arriver à une autocombustion du papier. thank you, Mr. Witness. Merci, monsieur le témoin. Et j'aurais une dernière question à ce sujet. J'aimerais savoir si vous saviez où se trouvaient exactement ces livres lorsque le feu a commencé. Absolument pas. Nous avons découvert les livres présents dans ces 2 sacs et n'avons pas mené d'acte d'enquête de manière à déterminer quelles avaient été les opérations de nettoyage, de ramassage et de collecte des différents éléments suite à l'incendie, puisque ça n'entrait pas dans notre mission et que ce sont des actes d'enquête et pas des actes de police scientifique. Thank you, Mr. Witness. Merci, monsieur le témoin. J'aimerais maintenant vous poser une deuxième série de questions au sujet de votre rapport sur la mosquée.
Il s'agit de ce que vous avez dit ce matin. Page 3 du compte-rendu d'audience, ligne 16 à 18 du compte-rendu d'audience anglais. Une question vous a été posée au sujet du projectile que vous aviez trouvé dans l'un des murs, dans les environs de la mosquée ou autour de la mosquée. Et vous avez indiqué qu'à votre avis, ce projectile avait été tiré sur une courte distance. Pourriez-vous peut-être préciser votre pensée? Qu'entendez-vous exactement par courte distance? Il ne me semble pas avoir dit que ce projectile avait été tiré à courte distance. Afin de le vérifier, est-ce qu'il serait possible de voir la ligne du transcrit que vous mentionnez, s'il vous plaît? It's the English strength. Alors, c'est le compte-rendu d'audience en anglais, le numéro, page 3, ligne 18. Monsieur MacDonald, il se peut qu'il s'agisse d'une question d'interprétation. Peut-être que l'on devrait vérifier également le compte-rendu d'audience français. Maître Knops, je me souviens que le témoin a dit qu'il n'avait pas été en mesure de trouver l'origine. Il avait dit que le projectile avait certainement été tiré à courte distance. Nous pouvons vérifier, certes. Sinon, je peux tout à fait reposer la question au témoin. Monsieur MacDonald, en français, dans le compte-rendu d'audience en français, donc nous ne trouvons pas cette référence. Le président, la référence, et nous allons également citer en français par mesure de précaution, Monsieur MacDonald, page 3, ligne 11 à 14, 15. En français, il s'agit du compte-rendu d'audience français. Can you find it in British? You want the British? The British from yesterday then. No, this morning. Okay, so and more Monsieur MacDonald, et pour être encore plus précis, certes cela a été mentionné, mais le contexte est différent. 20 to 25. 20 à 25. Microphone, please. Le président, microphone, s'il vous plaît. Maître Knops, excusez-moi, monsieur le président. Dans le compte-rendu d'audience britannique, voici ce qui est indiqué. Il est évidemment manifestement impossible d'identifier le point d'origine, la provenance, l'origine du tir, mais je peux vous dire qu'il s'agissait d'une ligne droite, une distance relativement courte au vu de la forme parabolique de la trajectoire. Ce serait long, cette trajectoire, si vous suivez le kit orange que vous pouvez voir. Donc le témoin a fait référence à une distance relativement courte au vu de la forme parabolique de la trajectoire. Mais bien sûr, nous pouvons lui reposer la question. Le président, Monsieur MacDonald, là nous travaillons à partir d'une traduction. Le président, c'est pour cela que j'ai demandé que l'on cite le compte-rendu d'audience en français, par souci de précaution. Il est clairement impossible d'identifier le lieu.
de lieu, le point d'origine du tir. Ce que je peux dire, que le tir provient d'une ligne droite, en supposant que le tir soit de courte distance. Autrement, on aurait une trajectoire parabolique. En fait, il s'agit d'une, je pense, mauvaise interprétation de mes propos, et je vais essayer de clarifier. Un tir à courte distance, le projectile sortant de la bouche du canon ayant à la sortie de la bouche du canon sa vitesse maximale, sur les quelques mètres ou dizaines de mètres qui suivent sa sortie, sa trajectoire peut être assimilée à une ligne droite. Donc c'est pour ça que j'ai mentionné, c'est au niveau du kit de trajectoire balistique, une ligne droite si le tir est à courte distance. Si bien évidemment on est en présence d'un tir qui est tiré à plusieurs centaines de mètres, la résistance de l'air sur le projectile et l'action de la pesanteur vont faire que la trajectoire du projectile va être parabolique. Plus le tir va avoir lieu à longue distance, plus cette trajectoire sera parabolique et on aura à ce moment-là ce qu'on appelle la flèche du projectile, c'est-à-dire la distance entre une trajectoire rectiligne alignée avec la sortie de la bouche du canon et la hauteur maximum de la parabole qui est décrite par le projectile. C'est ce qu'on appelle la flèche. Donc pour être très clair, on peut dire que si on est en présence d'un tir à courte distance, l'origine de ce tir proviendrait de l'alignement. Bien évidemment, tout ça est approximatif puisque le kit de trajectoire n'a pas une position parfaite à l'intérieur du trou. Donc soit une trajectoire rectiligne dans l'alignement de ce kit de trajectoire balistique, dans le cas d'un tir à courte distance, ou une autre position en tenant en compte ce mouvement parabolique du projectile. Are you able to... Êtes-vous en mesure de nous dire à quelle distance ce projectile a été tiré? refer to Auquel vous avez fait référence au 01, auquel vous avez fait référence en 2010. Vous parlez bien du projectile en question retrouvé dans la partie inférieure du muret du préau de la mosquée. Yes. Oui, oui, oui. Qui se trouve sur la photographie CIV OTP 0076 2010. About On vous a posé une question au sujet de cette photographie hier. C'est le représentant du bureau du procureur qui vous avait posé la question. Et la question que je vous pose maintenant est la suivante. Est-ce que vous êtes en mesure de nous dire à partir de quelle distance ou à quelle distance ce projectile a été tiré, ou est-ce que ce n'est pas possible? Est-ce que vous n'êtes pas en mesure de nous le dire? Ma mémoire pourrait me faire défaut, mais il me semble avoir déjà répondu à cette question, comme quoi il était impossible de déterminer une distance à laquelle ce tir aurait été effectué, tir qui aurait amené la présence de ce projectile dans le mur. Comme expliqué, il me semble précédemment, il aurait fallu faire une méthode d'estimation de la distance de tir par des procédés optiques, voire chromophoriques, sur le mur et déterminer s'il y avait la présence du tir, étant donné le délai passé entre
la date supposée de commission des faits et la date de réalisation des investigations sur la scène de crime, en ajoutant le fait que ce muret se trouvait soumis aux intempéries. Il n'a pas été jugé judicieux de procéder à quelque estimation que ce soit, qui aurait très certainement été négative. Thank you, Mr. Witness. Merci, monsieur le témoin. Dans le document CIV OTP 0076 2012 au paragraphe 96 de votre rapport, vous expliquez que vous avez trouvé cet objet. Je vais citer le paragraphe français en question. Incrusted. My question to you is, Ms. Alors, ma question est comme suit, monsieur le témoin. Est-ce que vous pouvez nous dire à quelle profondeur dans le mur vous avez trouvé ce projectile ? Donc, ce projectile était incrusté dans le mur de quelques centimètres. Je n'ai pas noté la dimension exacte. Je dois la voir dans mes notes. En tout état de cause, on peut s'en rendre compte relativement facilement avec les photos présentes à la page que vous mentionnez, où on voit le projectile dans sa position terminale, où il s'est arrêté à l'intérieur du mur, et on voit le trou initial qui faisait 1 centimètre que j'ai agrandi de manière à ne pas modifier la position du projectile à l'intérieur suite à la détermination de la trajectoire balistique. The reason for my question, Mr. Alors, je vous ai posé cette question, monsieur le témoin, car voici ce que j'aimerais savoir. Alors, vous avez donc constaté que ce projectile était incrusté de quelques centimètres dans le muret ou dans le mur. Mais est-ce que cette observation aurait pu vous indiquer à partir de ou à quelle distance la balle a été tirée dans le mur, étant donné que le projectile était incrusté de quelques centimètres dans le mur en question, est-ce que cela pourrait nous donner une indication quant à la distance du tireur par rapport au mur ? D'un point de vue scientifique, la pénétration du projectile dans le mur dépend de plusieurs facteurs, notamment sa vitesse. La vitesse d'un projectile varie bien évidemment entre la sortie de la bouche du canon et les différentes distances. Toujours est-il que ces variations sont relativement faibles à des distances courtes de plusieurs centaines de mètres. Et dans le cas présent, les paramètres supplémentaires, notamment la dureté du mur, sa consistance, le fait que le mur n'est certainement pas homogène dans toute sa profondeur. On pourrait certes réaliser des tirs de comparaison avec le même couple arme-munition, si tant est qu'on connaisse ce couple arme-munition à différentes distances, mais je ne pense pas que l'on puisse arriver à une conclusion quelle qu'elle soit sur la distance de tir. En outre, ce projectile qui a atterri dans le mur a pu atterrir dans le mur de différentes façons, soit en tir direct, soit éventuellement par ricochet. Donc ça serait également une possibilité à prendre en compte au niveau d'une expertise
balistiques complémentaires. My next topic relates En ce qui concerne les résidus maintenant, les résidus du tir, de l'arme. Hier, on vous a posé des questions à ce sujet. Dans votre déclaration, vous avez dit que normalement, à une distance de 10 mètres, on pourrait retrouver des résidus sur un individu. Première question, est-ce que cette observation s'applique à tous les types d'armes ou existe-t-il une différence entre un tank, un fusil mitrailleur ou un pistolet en ce qui concerne la distance à laquelle on peut retrouver des résidus de munitions qui se déposeraient sur un individu, un être humain, sur ses vêtements par exemple. Est-ce qu'il existe une différence entre ces types d'armes ? Donc la déposition des résidus de tir issus d'une décharge d'arme à feu fait entrer en compte beaucoup de paramètres qui sont, et cette liste est à mon avis non exhaustive, le type d'arme utilisée, la longueur du canon, le type de munitions utilisées, le type de poudre et la quantité de poudre utilisée, le fonctionnement de l'arme lui-même, c'est-à-dire que avec un revolver ou un pistolet semi-automatique, vous allez retrouver des résidus de tir au niveau de la main du tireur, suite au mouvement de la culasse, au moment de l'éjection de l'étui percuté. Une arme longue comme celle-ci aura très peu de résidus de tir qui seront déposés au niveau de l'arme elle-même, mais plus au niveau de la bouche du canon. Au niveau des distances de tir jusqu'auxquelles on peut retrouver des résidus de tir, et ceci n'est qu'une approximation, effectivement, jusqu'à plusieurs mètres de la bouche du canon, on peut en retrouver, mais dans des conditions encore plus particulières, lorsque toutes les conditions sont réunies pour permettre à ces résidus de tir d'avoir un aérodynamisme, entre guillemets, important, lorsque les particules de poudre non brûlée sont sphériques. Par exemple, on peut retrouver des résidus de tir à plusieurs mètres, sans aucun problème, de la bouche du canon. En l'occurrence, pour revenir sur la vidéo et l'identification de la réalisation de tir au niveau du BTR 80 et de sa tourelle, que ce soit l'utilisation de l'arme de calibre 14,5 ou de l'arme de calibre 7,62, il n'y a évidemment, et sur les images que j'en ai vues, je n'ai distingué aucune personne présente devant le véhicule blindé à moins de plusieurs dizaines de mètres. Et donc une recherche du résidu de tir sur ce cas-là serait totalement vaine à mon sens. Do you know, Mr. Witness, Question, monsieur le témoin. Je conclus de votre réponse que, pour autant que vous le sachiez, aucune des victimes alléguées lors de cet incident n'ont été examinées, ou du moins leurs vêtements ou leurs objets personnels n'ont été examinés afin d'essayer d'y retrouver des résidus de tir.
Je ne me rappelle pas si une expertise a été commise par le procureur pour faire une analyse de résidus de tir sur les vêtements des victimes. Toujours est-il qu'à mon avis, cette analyse, si elle a été réalisée, ou si elle était réalisée, aurait de grandes chances de produire des résultats négatifs, étant donné la distance qui séparait a priori les victimes du véhicule blindé, qui était à plusieurs dizaines de mètres à mon avis, puisque ces personnes qui ont été atteintes ne sont pas visibles sur la vidéo, donc étaient à une position plus lointaine du véhicule blindé que les personnes que l'on voit à plusieurs dizaines de mètres devant le véhicule blindé. Mais je ne peux pas vous fournir de réponse si une analyse a été faite ou quels ont été les résultats. Je ne m'en souviens pas et n'ai pas travaillé sur cela. Well, Question. Vous avez été, par contre, impliqué dans une autopsie, du moins vous étiez présent lors d'une autopsie qui a été réalisée le 6 mai 2015. Est-ce que vous vous en souvenez? Est-ce que vous vous souvenez avoir assisté à une autopsie le 6 mai 2015? C'était à Abidjan. it's CIV OTP. CIV OTP 0081 0523. Your name is mentioned on. Votre nom figure à la première page. Et ma question est la suivante. Si vous vous souvenez avoir été présent, enfin, est-ce que vous vous souvenez si vous étiez présent et si la personne en question sur laquelle l'autopsie a été réalisée a fait l'objet d'une expertise relative à d'éventuels résidus de tir? De mémoire, pour cette mission en Côte d'Ivoire et le 6 mai, je participais à l'interrogatoire d'un témoin dont je ne citerai pas le nom. La déclaration de témoin est CIV OTP 0081 0436. Nous avons commencé cet entretien le 6 mai à 13h. Et donc, bien naturellement, dans la matinée, mes collègues allant participer à une autopsie, je suis allé, durant la matinée, leur, entre guillemets, donner un coup de main, les assister pour cette autopsie jusqu'aux environs de midi, puisque je me suis déplacé après sur l'interrogatoire du témoin. Ma participation au cours de cette autopsie a été limitée à des actes techniques qui étaient de l'assistance aux experts présents, à l'anthropologue, des actes techniques de lavage de différents ossements et différentes parties humaines. Donc uniquement une assistance très brève, requérant un niveau d'expertise très faible à mon avis, et qui uniquement permettre aux autopsies de se dérouler plus rapidement et d'enlever aux experts qui travaillaient sur le cas des tâches qui ne sont pas des tâches expertales. Mr. Witness, my name. Question, monsieur le témoin. Je vais maintenant aborder un autre sujet, à savoir la pièce CIV OTP 0082 0061. Hier, on vous a posé des questions à ce sujet dans la transcription anglaise, en page 57.
lignes 7 à 11, vous dites qu'il s'agissait d'une munition de calibre 40.5 qui est compatible à un 40.5 installé sur la tourelle de ce type de tank, de char. Donc, la première question que je me pose à ce sujet, c'est la suivante. Savez-vous si vous ou un de vos collègues que vous avez mentionné hier avait été en mesure d'effectuer la datation de ce projectile? Avez-vous pu faire une estimation? A-t-il été possible de réaliser une estimation de la date à laquelle ce projectile a été tiré? Concernant le noyau de projectile de calibre 14,5 mm, il n'a pas été possible de réaliser une datation du tir en question. Néanmoins, des éléments d'enquête peuvent apporter un éclairage puisque de mémoire, ce noyau a été retrouvé au cours des autopsies, présent dans un sac mortuaire. Donc on pourrait légitimement penser que ce projectile a été mis soit de manière concomitante, soit de manière postérieure au sein de ce sac mortuaire, en enlevant la possibilité, bien évidemment, que lorsqu'on utilise un sac mortuaire, ne sont pas présents, a priori, des noyaux de 14,5 avant l'utilisation de ces sacs mortuaires. Do you know Question. Savez-vous si des investigations ont été menées en ce qui concerne la relation potentielle entre la personne en question, sur laquelle on a trouvé le projectile dans le sac mortuaire, et la personne elle-même? Donc en ce qui concerne les blessures ou des expertises balistiques, est-ce que vous savez si de telles investigations ont été réalisées? Je ne sais pas. Ce que je peux dire, c'est que ce noyau a été soumis à l'expertise balistique qui a été réalisée par monsieur Thierry Subercaz de manière à l'identifier. Et j'en ai conclu, pour ma part, dans mon rapport, qu'il y avait une compatibilité entre ce noyau et le type d'armement qui est, a priori, installé en tourelle d'un véhicule blindé BTR 80. Do you know Une question. Savez-vous si des tissus humains ont été retrouvés sur ce projectile? Je ne sais pas. Je pense qu'il faudrait poser la question aux personnes qui ont réalisé les autopsies. Toujours est-il que je ne me rappelle pas que Thierry Subercaz ait mentionné dans son rapport la présence de tissus humains ou de fluides particuliers présents sur ce projectile, mais il faudrait en détail revoir son rapport et quels actes il a fait avant de procéder à son expertise. my final question? Question. Dernière question à ce sujet, monsieur le témoin. Êtes-vous d'accord avec moi pour dire que la discipline des expertises en ce qui concerne les blessures et l'expertise balistique est différente des expertises balistiques classiques, disons? Je ne pense pas pouvoir être en mesure
d'agréer avec ce que vous dites. La balistique comprend différents domaines. La balistique intérieure, c'est tout ce qui se passe au niveau du fonctionnement de l'arme, de la munition, du projectile. Le deuxième type de balistique est la balistique extérieure, ce qui se passe lorsque le projectile sort du canon jusqu'à atteindre sa cible. Et le dernier type de balistique est la balistique terminale, où là, soit c'est sur un objet, on parle de balistique terminale, soit c'est sur un être humain, un être vivant, et là on parle de balistique lésionnelle. Au sein du département balistique que je dirigeais à l'IRCGN, nous traitions de ces trois types de balistique, y compris la balistique lésionnelle. C'est pour cela d'ailleurs que nous réalisions pratiquement tous un diplôme universitaire de balistique lésionnelle et que, dans la mesure du possible, un expert en balistique assistait aux autopsies pour apporter ses connaissances en justement balistique lésionnelle. Il m'est arrivé à de nombreuses reprises dans le cadre d'expertise de faire des essais sur des animaux et sur d'autres simulants biologiques. Et donc, pour répondre de manière concrète et précise à votre question, pour moi, la balistique lésionnelle fait partie intégrante du domaine d'expertise balistique. Thank you. Question, merci monsieur le témoin. Le dernier sujet que je souhaite aborder porte sur votre rapport. En page CIV, OTP 0089 1059. Il s'agit de vos observations qui portent sur la vidéo. Je vais vous demander de porter votre attention sur les paragraphes 60 et 61. Donc, votre observation, après que la première série de tirs ait été entendue, les gens, ou la foule a pris panique, et l'image caméra tourne violemment lorsque la personne qui tient cette caméra s'enfuit. Et au paragraphe 61, vous dites, par conséquent, il est impossible d'établir la source de ces tirs. Et ma question est la suivante. Donc, vous parlez de la première série de tirs, 0339, d'après vous, comprend au moins 3 tirs séparés. Et on retrouve cela dans le paragraphe 63 du rapport, à la page suivante. Pouvons-nous déduire que pour tous les tirs tirés après ces 3 tirs, donc à l'horodatage 0339, aucune attribution de source de ces tirs, qui apparemment ont été tirés donc, après les 3 premiers tirs. Donc, il est impossible d'attribuer ou de déterminer la source de ces tirs. Est-ce bien exact? Tout à fait, vous avez parfaitement raison. Puisque, tel que je l'ai expliqué précédemment, l'attribution des tirs était une combinaison de facteurs visuels et auditifs qui permettait d'attribuer la première série de détonations à 3 minutes et 39 secondes comme provenant du véhicule blindé présent sur la route. Les autres
bruits potentiellement provenant d'une arme à feu sont des détonations qu'on entend plus ou moins clairement selon le minutage de la vidéo, mais il est impossible d'attribuer cela à une quelconque arme à feu, ou même ne serait-ce de dire qu'il provient d'une arme à feu. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on entend des détonations. Mr. Witness, in Monsieur Knops, monsieur le témoin, dans les pages suivantes, vous donnez votre avis sur les différents sons que l'on peut entendre, en particulier la page 1060 à la page 1067 du rapport. À 4 reprises, vous faites référence à des tirs qui sont susceptibles d'être tirés par un petit calibre, ou alors qui semblent indiquer l'utilisation d'une arme de petit calibre. Et ça, c'est la page 1063, 1064 et 1065. Donc là, à 2 reprises, et à plusieurs reprises même. Donc la question que je me pose est la suivante. Est-il possible que ces tirs que vous attribuez à une arme de faible calibre auraient pu être tirés à l'aide d'un pistolet mitrailleur? Donc, concernant ce rapport, et tel qu'indiqué précédemment, il a été réalisé en coexpertise avec M. Alan French, qui, tel qu'indiqué dans le rapport, s'est occupé de cette description des événements et, tel qu'indiqué à la page CIV, OTP 00891059, a réalisé l'analyse des bruits et a produit les spectrogrammes que vous venez de mentionner sur les pages que vous venez de mentionner. Donc cette analyse a été réalisée par Alan French. Je n'ai pas les compétences au niveau audio qui sont celles d'Alan French, qui est expert dans le domaine. Selon mes connaissances, il y a effectivement des spectres qui pourraient correspondre à des armes, à des détonations. Qui détonation dit potentiellement tir d'arme à feu, mais je ne serai pas en mesure de faire la distinction entre ce qui est une arme mitrailleuse, voire de gros calibre, de l'arme de petit calibre. Pour aller un peu plus loin, je dirais que la signature acoustique d'une arme est un problème très compliqué et qu'en l'occurrence, le type d'enregistrement qui a été réalisé, c'est-à-dire avec une caméra ou un téléphone portable, je ne sais pas, ne permet pas de faire une analyse correcte du spectrogramme. Cela a été publié de mémoire par M. Yann de Kinder, qui indiquait, qui a fait une étude et qui a précisé qu'il fallait l'utilisation de sonomètres bien particuliers pour arriver à utiliser un spectrogramme à des fins scientifiques et des fins d'identification, ne serait-ce que du type d'arme utilisée, gros ou petit calibre, et je ne parlerai pas d'aller jusqu'à l'identification d'une arme via sa signature acoustique. Question, merci monsieur le témoin. Ma toute dernière question à ce sujet porte sur le paragraphe 78 de votre rapport. Référence CIVOTP 0089 1065. Il s'agit de la détonation entendue vers 0435. Paragraphe 78. Donc, il semble que 4 tirs aient été tirés
d'une arme à petit calibre à partir de 0,435 qui sont distinctifs et facilement entendus si l'on joue la vidéo au ralenti. Donc la question que je me pose est la suivante. Ces 4 tirs, ces 4 détonations qui, selon vous, ont un caractère tout à fait distinct, comment avez-vous pu établir qu'ils avaient ce caractère distinct par rapport aux autres? Et est-ce que cela indique qu'il s'agirait d'une arme d'un type différent? Comme je viens de l'expliquer, cette partie a été traitée par M. Alan French, puisque ça fait partie des pages que vous avez mentionnées, et c'est lui qui a indiqué ces différents plots sur le spectrogramme. Et je pense que si vous voulez avoir une réponse complète, il faudrait poser la question directement à M. French. En ce qui me concerne, je ne suis pas en mesure de faire la distinction entre les armes d'un plus petit calibre, les armes d'un gros calibre, étant donné tous les paramètres aléatoires qui sont présents pour ce cas. Thank you, sir, for your answer. Monsieur Knops, merci monsieur pour ces réponses. Cela met un terme au contre-interrogatoire de la défense. Le juge président, merci monsieur Knops. J'ai de mon côté une question avant de donner la parole au bureau du procureur pour savoir s'ils ont des questions supplémentaires à vous poser. Monsieur le témoin, vous avez reçu de la part du bureau du procureur, et je rebondis sur ce que Maître Knops vient d'aborder. Donc vous avez reçu de la part du bureau du procureur un support électronique qui contenait la vidéo, n'est-ce pas? C'est exact, Monsieur Oui. le Président. And this, Le président. Très bien. Et ce, sans l'appareil avec lequel le film a été tourné, ou la vidéo a été tournée, comme vous l'avez indiqué lors de votre déposition. Donc, pour autant que je sache, une vidéo est composée de 2 fichiers bien distincts. D'un côté, l'image, et de l'autre côté, le fichier audio. N'est-ce pas? Est-ce bien exact? Donc le fichier en question, Monsieur le Président, était un fichier .avi qui contient en lui-même les 2 composantes vidéo-audio. Mais bien évidemment, il est possible de séparer par la suite les 2. that is my question. Le juge président, c'est exactement la question que je souhaitais vous poser. Vous pouvez donc séparer ces 2 composantes et les utiliser de manière séparée. Normalement, ils sont associés, mais vous pouvez donc les séparer, les dissocier. Donc la question est la suivante. Est-il possible de vérifier si ces 2 fichiers ont jamais été dissociés ou si ces 2 fichiers font bel et bien partie du même film vidéo? Donc est-ce que cela est possible? Avez-vous effectué cette opération ou, en théorie, pourrait-on faire un mélange entre un fichier vidéo et un fichier audio? Donc, Monsieur le Président, nous avons, et principalement Alan French, essayé de voir s'il y avait des tentatives de modification ou de manipulation de l'enregistrement. Il n'y avait pas de signe manifeste de manipulation au niveau de cet enregistrement à partir du moment où l'enregistrement que nous avons reçu. Il n'y avait pas de problème particulier, il n'y avait aucun problème sur des discordances entre les faits qui sont visualisés et le son qui est entendu, qui pourrait laisser penser que éventuellement la bande son a été modifiée par rapport à la vidéo. Donc pour nous, et nous l'avons indiqué dans notre rapport, cette vidéo ne présente aucun signe manifeste de manipulation ou de modification quelconque, à partir du moment où nous l'avons reçue.
Nous avons reçu ce scellé et j'ai réalisé une copie. J'ai utilisé les hash values de manière à enregistrer les métadonnées et l'identité exacte de la vidéo qui nous avait été donnée. Maintenant, je ne connais pas l'histoire de cette vidéo et comment on est parvenu à au scellé en question et quelle a été en quelque sorte le chain of custody de cette vidéo depuis le moment où elle a été filmée jusqu'à ce qu'elle arrive entre nos mains pour expertise.